Bonjour à tous. Andrew Carnegie était à un moment donné l'Américain le plus riche de tous les temps. Et pourtant, il n'est pas né en Amérique. L'histoire d'Andrew Carnegie commence de l'autre côté de l'océan Atlantique, à Down, en Écosse, où il a grandi dans ce que l'on peut décrire comme une pauvreté abjecte. Sa mère travaillait 24 heures sur 24 à coudre des chaussures. Son père fabriquait des vêtements et autres matériaux et tissait des métiers à tisser jusqu'à ce que les machines à tisser à vapeur entrent en scène et que la technologie du tissage s'améliore rapidement. L'entreprise de son père s'écroulait, se retrouvant écrasée par la révolution industrielle. En regardant son père souffrir en mendiant du travail, cela aurait eu un impact profond sur le jeune Carnegie. En 1848, Carnegie partit à la recherche d'une vie meilleure en dehors de l'Écosse. Après avoir vendu tous leurs biens et emprunté 20 livres, la famille s'est embarquée dans un voyage vers la terre d'opportunité, l'Amérique. Ils recommencent leur vie à zéro à Pittsburgh, la plaque tournante de la fabrication et de l'industrie manufacturière. Mais ils n'ont pas réussi à échapper aux difficultés de leur nouveau pays. Son père et sa mère ont tous les deux lutté pour trouver du travail. Andrew n'a pas eu le choix que d'abandonner l'école pour subvenir aux besoins de sa famille. La chaleur torride des chaufferies, lorsqu'il décroche un emploi comme télégraphe local, il travaillait pour le messager au bureau télégraphique local et il livrait des télégrammes à vélo dans tout Pittsburgh. Il mémorisait les visages de tous ceux qu'il livrait pour pouvoir les saluer par leur nom s'il les voyait en dehors du travail. C'était une occasion unique pour Carnegie de se familiariser avec le monde des affaires de la ville. À 17 ans, il perfectionnera ses compétences en télégraphie. Il devenait de plus en plus doué pour entendre le code Morse de manière impressionnante. Il pouvait réciter des messages sans avoir besoin de les écrire, ce qui attire l'attention de Thomas Scott, le directeur régional de la Pennsylvania Railroad Company. Celui-ci engage Carnegie comme télégraphiste personnel et secrétaire privé pour la somme de $35 par mois à l'époque. La Pennsylvania Railroad Company était la plus grande entreprise du monde. Pour l'homme d'affaires avisé qui était Carnegie, ce n'était pas une opportunité comme les autres, une place aux premières loges pour apprendre comment gérer une entreprise prospère. Tom Scott, son patron, se rend compte du potentiel de Carnegie et décide de prendre le garçon sous son aile, l'encadrant comme son second père. Ce sera plus tard le conseil de Tom d'investir dans des actions qui donnera à Carnegie son premier aperçu du capitalisme. Jusqu'à la guerre civile américaine, Carnegie est engagé à l'Union, mais au lieu de participer à la guerre, Carnegie a profité, il a pu échapper au danger après avoir payé $850 pour qu'un remplaçant prenne sa place sur le champ de bataille. Il avait un besoin désespéré de monter une entreprise de pont de fer. Il capitalisa sur l'opportunité en lançant la Keystone Bridge Company, mais c'est sa prochaine action qui le définira comme un homme d'affaires avisé. Keystone ne construisait pas seulement les ponts, ils avaient aussi leur propre usine de fer qui fournissait le fer nécessaire à la construction des ponts. Le fait de posséder la source de fer signifiait que la société de construction de ponts de Carnegie ne dépendrait pas des sociétés minières ou extractives de fer comme ses concurrents, ce qui non seulement donnait à Carnegie plus de contrôle sur l'ensemble du processus, mais améliorait également ses marges. Après la construction du pont, il a tiré parti de ses relations dans l'industrie ferroviaire pour gagner de l'argent. En fait, il exploitait une triade de 3 entreprises qui se renforçaient mutuellement. D'abord, une entreprise d'extraction minière, puis une entreprise de construction de ponts qui utilisait le fer fourni par son entreprise minière. Et enfin, une fois le pont construit, sa troisième entreprise se monétisait en vendant les rails. La conception fonctionnait à merveille. Toujours à la recherche de la prochaine grande opportunité, Andrew a jeté son dévolu sur la ville de New York, la capitale mondiale
incontesté des affaires. Mais ce qu'il a trouvé sur place, c'était la déception. Il décrivait les riches individus qui l'entouraient comme de la canaille. Carnegie s'est écrit une note dans laquelle il se promettait que dans 2 ans, lorsqu'il aurait 35 ans, il prendrait sa retraite et se concentrerait sur la création d'un monde meilleur. Henry Bessemer, appelé le convertisseur Bessemer, un four en forme de poire, permettait la production en masse d'acier. Ce que l'on croyait auparavant impossible, pour la première fois, il devenait enfin possible de créer de grandes structures en acier, donnant ainsi naissance aux premiers gratte-ciel qui transformeront à jamais l'horizon d'une ville. Carnegie a avancé à la vitesse de l'éclair en construisant avec succès les premières aciéries d'Amérique. Ce faisant, il a engagé les meilleurs ingénieurs et architectes que l'argent pouvait acheter. Il s'est concentré sur l'amélioration et l'efficacité en utilisant toujours les dernières technologies et en poussant ses employés au maximum dans leur capacité physique et mentale. Il était également connu pour travailler 364 jours par an, ne s'accordant aucun repos à part le 4 juillet, jour de la fête nationale. Il ne demandait pas non plus d'augmentation et n'essayait certainement pas de se syndiquer. Carnegie, un maître de la vente, décida de nommer sa propre entreprise non pas Carnegie Steel, mais plutôt J. Edgar Thomson Steel Works, le nom d'un de ses clients. Dans l'industrie ferroviaire, Carnegie espérait qu'une aciérie portant le nom d'un client montrerait sa reconnaissance pour son activité et en même temps lui assurait peut-être davantage de commandes de la part de l'entreprise de chemin de fer, ce qui fut le cas. La première commande de Thomson consistait de 2000 rails d'acier. Donner le nom d'un client à une aciérie était plus qu'un simple gadget de vente. Cela faisait partie d'une stratégie plus large de montrer sa reconnaissance en public pour les autres. Des actes comme celui-ci continuerait à rapporter d'énormes dividendes tout au long de sa carrière de titan. Pour l'aider à diriger les aciéries de Carnegie, il fit appel à un cadre impitoyable connu pour son impitoyabilité et son attention aux résultats. Il s'appelait Henry Clay Frick. En équipe, Carnegie et Frick étaient une force puissante avec laquelle il fallait compter pour montrer à quel point il pouvait être impitoyable. Il suffit de lire l'histoire de l'usine des Duquesne pour comprendre qu'avec l'aide de Frick, Carnegie a répandu une rumeur selon laquelle l'usine des Duquesne produisait de l'acier défectué. Ce n'était pas vrai, mais cela n'avait pas d'importance. Carnegie prétendait aux clients de Duquesne que leurs rails manquaient d'homogénéité. Peu de gens, voire personne, ne savaient ce que ce mot signifiait, mais ce n'était pas important. Carnegie utilisait ce mot parce qu'il sonnait suffisamment effrayant pour effrayer les clients de chemin de fer qui craignaient de ne pas obtenir de bons produits. Si les ventes de Duquesne ralentissaient, il finirait par ne plus être rentable et pourrait vendre son entreprise. Carnegie et Frick ont commencé à casser les prix de Duquesne, ce qui a eu pour effet de mettre la société sous pression. En 2 ans, les finances de Duquesne étaient en ruine, ce qui ne lui laissait pas d'autre choix que de vendre à nul autre que Carnegie à un prix avantageux. Pour Frick et Carnegie, les règles d'engagement étaient claires, faire tout ce qu'il faut pour gagner. Mais cette impitoyabilité avait un prix élevé, comme ils allaient bientôt le découvrir dans l'une de leurs plus grandes usines d'acier à Homestead, en Pennsylvanie. Carnegie venait d'investir des millions de dollars pour optimiser l'efficacité de Homestead, lui permettant de produire plus d'acier que toute usine comparable à sa taille. Mais il y avait une autre partie de la machine à profit qui n'avait pas encore été optimisée, le coût de la main-d'œuvre. Cela posait un problème à Carnegie qui avait travaillé à redorer son image de milliardaire oppresseur de l'industrie sidérurgique et champion des droits des travailleurs. Carnegie prit ses distances en voyageant à l'étranger, dans son pays d'origine, l'Écosse. Carnegie savait qu'il ne voudrait pas être présent à l'usine
après avoir réduit le salaire de 10 000 travailleurs déjà frustrés et mal payés. En 1892, les tensions entre les ouvriers et les propriétaires d'usines étaient particulièrement exacerbées. Après qu'un écart de richesse sans cesse croissant ait continué à se creuser entre les personnes les plus riches d'Amérique, accumulant des fortunes plus rapidement qu'à n'importe quel moment de l'histoire des États-Unis. Entre-temps, les ouvriers avaient l'impression d'être les propriétés des riches et que leur voix, de plus en plus faible, ne pouvait être entendue que par le biais d'un syndicat. Pour rendre les choses encore pire, Frick, qui prenait ses ordres de Carnegie, exigeait une augmentation des usines, ce qui signifiait encore plus d'heures de travail. Mais pour couronner le tout, Frick n'augmentait pas leurs revenus, il les réduisait, plus d'heures et moins de salaire. Mais la maison était au point d'ébullition. Les grévistes demandaient aussi des conditions de travail plus sûres et, pour une bonne raison, en 1998, 9% de tous les travailleurs de l'acier de l'industrie mouraient au travail. Lorsque les travailleurs ont refusé les demandes agressives de Frick pour plus d'heures et moins de salaire, il a décidé de mettre tous les employés en lock-out et de se faire venir un groupe d'immigrés pour les remplacer, car ils seraient prêts à faire leur travail dangereux pour moins cher. Pour escorter les ouvriers, Frick a fait appel à une armée de 300 personnes appelées les Pinkerton. Armés de fusils, ils se sont rendus à l'usine où ils ont été accueillis par 10 000 grévistes en colère qui refusaient de renoncer à ce qu'ils appelaient leur foyer. Les historiens ne savent pas qui a tiré le premier coup de feu, mais ce que nous savons, c'est que ce jour ne s'appellera plus jamais la grève de Homestead, mais plutôt le massacre de Homestead. À la fin de la bataille, 9 ouvriers de l'usine et 7 Pinkerton seront morts. De centaines de personnes seront blessées. L'usine sera réouverte et malheureusement, pour les travailleurs de Carnegie, ils reviendront avec un salaire plus bas, des heures de travail plus longues et les mêmes conditions de sécurité. Un autre dommage collatéral de Homestead est apparu sous la forme de la réputation de Carnegie. Avant la tragédie de Homestead, il plaidait souvent en public pour les meilleures conditions de travail dans ses aciéries et une augmentation de salaire. Mais ses paroles étaient loin de correspondre à ses actes. L'hypocrisie était incroyablement répandue. Alors qu'il prêchait pour l'augmentation des salaires et l'amélioration des conditions de sécurité, il réduisait simultanément le coût de la main-d'œuvre en réduisant les salaires et en faisant peu, voire rien pour améliorer ses usines. Carnegie était largement traité de lâche pour avoir utilisé Frick comme bouc émissaire, non seulement pour la tragédie, mais aussi pour toutes les autres activités sales auxquelles il ne voulait pas être associé. En 1900, l'entreprise de Carnegie produisait plus d'acier que la nation entière de la Grande-Bretagne. Mais en 1901, Carnegie s'est lassé du jeu et voulut passer plus de temps avec sa femme et sa fille. Le financier JP Morgan était un concurrent croissant dans l'industrie de l'acier. Carnegie, qui approchait des 70 ans, s'est montré ouvert à l'idée de vendre l'entreprise qu'il avait passé sa vie à construire. Carnegie écrit sur un bout de papier ce qu'il sera prêt à accepter. Charles Schwab, président de Carnegie Steel, a remis l'offre à JP Morgan. L'histoire raconte que JP Morgan a jeté un coup d'œil sur l'offre et l'a accepté sans hésitation. Morgan a acheté l'aciérie pour 480 millions de dollars, faisant de Carnegie l'homme le plus riche du monde à l'époque. Carnegie a complètement coupé les ponts avec sa vie d'affaires et s'est consacré à 100% au service du monde, à travers la philanthropie, sans laisser un seul dollar à sa famille. Car Andrew n'a eu que 5 ans de scolarité. Il avait un faible pour les bibliothèques, ce qu'il attribue au fait qu'elles l'ont aidé à atteindre son succès financier. Succès qu'il a acquis au cours de sa vie, et il a fait don de plus de 2500 bibliothèques aux villes du monde entier. Mais il ne s'agissait pas que d'autopromotion. Il était généreux pour le plaisir. Son nom ne figurant que sur
moins de 500 de ses bibliothèques. Un exemple de sa générosité est le Carnegie Hall, l'un des monuments les plus connus de New York, construit en 1891. De 1901 jusqu'à sa mort en 1919 à Lenox, dans le Massachusetts, le travail à plein temps de Carnegie était de faire don de l'immense richesse qu'il avait construite pour lui-même. Comme nous l'avons mentionné au début de cette histoire, Carnegie était un homme aussi complexe que riche. A-t-il employé des techniques de travail abusives pour ses usines afin de produire un maximum de profit? Oui. Était-il hypocrite? Bien sûr. A-t-il inventé des calomnies pour mettre ses concurrents en faillite? Absolument. Bien que toutes ces choses soient vraies, l'impact de la philanthropie de Carnegie est également tout aussi grand, mais pour le moins perplexe. Comment un homme peut-il commettre un tel péché et ensuite devenir un saint? Peut-être considérait-il que le fait de donner son argent comme un moyen d'expier ses péchés professionnels. Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo les gars, laissez-moi un pouce bleu pour me soutenir. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines publications. Restez courageux.